Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo en droit des procédures collectives. C'est la vidéo dans laquelle nous allons envisager la sauvegarde et le redressement, mais pris du point de vue des conditions d'ouverture, et nous allons aborder du coup la notion phare d'état de cessation des paiements. Alors, pour commencer, quelques observations générales. Dans une première partie, on va voir la définition et la présentation générale des notions qu'on va aborder. On va essayer de savoir où on va dans cette vidéo. Alors, en bref, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire en premier qu'on a quitté la sphère du traitement amiable. Ce n'est plus le cas. Désormais, on met les deux pieds dans ce qu'on appelle les procédures collectives à proprement parler, c'est-à-dire les procédures judiciaires. Effectivement, que ça soit la sauvegarde ou le redressement, les deux sont des procédures judiciaires. Ça veut dire que les deux vont donner lieu à un jugement d'ouverture qui va prononcer l'ouverture de ces procédures. Qui dit jugement d'ouverture et procédure collective judiciaire dit période d'observation. Effectivement, une fois que le jugement d'ouverture décide de l'ouverture d'une sauvegarde ou d'un redressement, s'ensuit une période d'observation. On pourrait du coup croire que la sauvegarde et le redressement, c'est à peu près la même chose. Et pourtant, en fait, il y a une nuance fondamentale. La nuance fondamentale, c'est que la sauvegarde, tout en étant une véritable procédure collective judiciaire, exige de ne pas être en état de cessation des paiements. Rien, nada, pas un jour en état de cessation des paiements. Rien du tout. À ne pas confondre nota bene avec la sauvegarde accélérée, qui n'est pas la même chose. La sauvegarde accélérée, elle n'a lieu qu'à la suite d'une conciliation. Là, je parle de la procédure de sauvegarde. Donc, aucun état de cessation des paiements. Alors que le redressement est une procédure collective judiciaire qui nécessite d'être en état de cessation des paiements, un peu dans une conception classique de ce qu'étaient les procédures collectives. Vous comprenez donc qu'on ne peut pas aborder le redressement et la sauvegarde, et en fait pas la matière du tout, sans aborder d'abord la notion d'état de cessation des paiements, notion phare. Allons-y. Effectivement, voyons dans cette deuxième partie l'état de cessation de paiement, la notion. Alors c'est une notion essentielle, hein, je vous l'ai dit. C'est même une notion qui, jadis, était la frontière, la ligne de démarcation de la matière. En fait, c'était la ligne de démarcation entre ce qui était le traitement amiable, tout avait lieu avant l'état de cessation des paiements, et quand on entrait en état de cessation des paiements, hop, on était dans une procédure collective judiciaire. Vous le savez, cette frontière n'est plus si perméable, puisque d'une part, j'ai le traitement amiable qui a mis un pied après l'état de cessation des paiements, et on a vu que la conciliation pouvait encore être demandée alors qu'on était en état de cessation des paiements, à condition que ça fasse moins de 45 jours. J'ai donc un traitement amiable qui se situe après l'état de cessation des paiements. Autre élément qui caractérise cette frontière qui n'en est plus vraiment une, la sauvegarde. La procédure de sauvegarde est une procédure collective judiciaire qui n'intervient que en l'absence totale d'état de cessation des paiements. J'insiste, totale, sauvegarde, pas d'état de cessation des paiements. Je vous dis ça parce que j'ai trop l'habitude de voir des étudiants qui vont confondre ensuite, quand ils vont tout apprendre, ils vont voir la sauvegarde accélérée, la conciliation, ils mélangent tout. Non, la spécificité de la sauvegarde, c'est de ne pas avoir un pied dans l'état de cessation des paiements. On va avoir une période d'observation, on va avoir tout le propre d'une procédure collective, alors qu'on n'est pas en état de cessation des paiements. Quand même bizarre. Alors, justement, pour déjà pouvoir déterminer tout ça, il va falloir définir ce qu'est l'état de cessation des paiements, parce que c'est bien joli de parler de frontières et de notions phares. Qu'est-ce que l'état de cessation des paiements? Alors, l'état de cessation des paiements, on en trouve une définition à l'article 631-1 qui définit le redressement, hein, et on nous dit que c'est l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Ça paraît assez simple. Ça veut dire qu'avec mon actif, avec ce que j'ai comme actif, je ne peux pas payer mes dettes en fait exigibles. Quelques précisions là-dessus. Le passif exigible, c'est toutes les dettes échues, certaines, liquides. En revanche, la jurisprudence avait assez rapidement précisé, il n'est pas nécessaire que ce passif ait été effectivement exigé. C'est-à-dire, il suffit qu'il soit exigible et hop, il est compté dans le passif exigible. Peu importe, en fait, qu'on vous ait envoyé une mise en demeure ou qu'on vous ait effectivement demandé de payer, ça suffit, il est dans votre passif exigible. L'actif disponible, quant à lui, en fait, c'est ce que vous avez en liquidité
pour payer concrètement, hein, ou alors, à la rigueur, c'est ce que vous avez et qui va être réalisable à très court terme. Ce qu'on appelle réalisable, ça veut dire ce qui peut être vendu à un très court terme, ce qui peut être transformé en liquidité à très court terme. La jurisprudence est hyper sévère à cet égard. Ce qu'on appelle des actifs, l'actif disponible ou les actifs réalisables à très court terme, c'est vraiment quelques jours. Hein. Les immeubles, du coup, ne vont jamais être un actif réalisable, un actif disponible, alors même que, par exemple, vous avez une promesse de vente, peu importe. On veut des choses vraiment facile à vendre, rapide à vendre, très concrète, et encore. Donc la plupart du temps, c'est vraiment l'actif disponible, à la rigueur, un actif réalisable à très court terme, mais en gros, il faut que vous puissiez mobiliser en quelques jours, en 2-3 jours, il faut que vous ayez cet argent. Alors, pour prouver qu'on n'est pas en état de cessation des paiements, en revanche, vous pouvez prouver, et nous dit l'article 631-1 du Code de commerce nous dit ça, vous pouvez prouver soit que vous avez des réserves de crédit, soit que vous avez des moratoires. Alors les réserves de crédit, ça rentre dans l'actif disponible, c'est des vraies réserves de crédit qu'on vous a accordées, hein, parce que c'est liquide, c'est tout de suite, vous pouvez les avoir. Et les moratoires, c'est des délais. Attention, il faut que ça soit des moratoires déjà obtenus. Vous comprenez, ça veut dire que vos créanciers, il faut que vous prouviez que vos créanciers vous ont bien dit « c'est bon, je te donne un délai supplémentaire ». Et dans ce cas-là, vous pourrez essayer de prouver comme ça, ou en tout cas essayer de diminuer votre passif exigible ou augmenter votre actif disponible pour essayer de prouver que vous n'êtes pas en état de cessation des paiements. Donc, l'état de cessation des paiements, c'est assez simple. Mon passif exigible, peu importe qu'il ait été exigé ou pas, mais mon passif exigible, mes dettes échues, certaines liquides, sont plus importantes que l'actif dont je dispose pour les payer. Voilà. Et du coup, je suis en état de cessation des paiements. Alors, maintenant qu'on a défini cette notion, on va essayer de voir quelles sont les conditions d'ouverture de la sauvegarde et les conditions d'ouverture du redressement. Alors, pour commencer, les conditions d'ouverture de la procédure collective qui est la sauvegarde. C'est aux articles L620-1 et suivants du Code de commerce que vous pourrez voir tout cela. La première chose, c'est que la sauvegarde est une procédure volontaire. Elle ne peut être demandée que par le débiteur. Et ça, c'est assez inédit pour une procédure collective. Mais que par le débiteur. Vous savez pourquoi? Eh bien, c'est simple. Si vous avez entendu ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que dans la sauvegarde, le débiteur n'est pas en état de cessation des paiements. Pardi, si je ne suis pas en état de cessation des paiements, évidemment que personne ne va pouvoir m'imposer une procédure collective alors que pour l'instant, je paye toutes mes dettes. J'ai encore mon actif disponible pour payer tout mon passif exigible. C'est extrêmement important à comprendre. C'est pour ça que la sauvegarde est une procédure purement volontaire. Il n'y a que le débiteur qui peut la demander parce que la première condition, c'est qu'il ne doit pas être en état de cessation des paiements. Première condition. Deuxième condition, et c'est assez encadré, il faut qu'il éprouve des difficultés. Attention, des difficultés sérieuses. En fait, ce sont des difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter seul. Ces difficultés existent, il n'est pas en mesure de les surmonter seul. Vous voyez qu'on est monté un peu en crescendo sur l'échelle des difficultés par rapport à ce qu'on avait vu pour la conciliation. Ce sont des difficultés plus graves que pour la conciliation. Qu'est-ce que ça veut dire des difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter seul? C'est des difficultés pour lesquelles il va avoir besoin vraiment qu'on lui mette en place une procédure collective. Pourquoi? Parce que la procédure collective judiciaire donne lieu à une période d'observation, et on verra ça dans les autres vidéos. La période d'observation, il y a un moment où ça va être un petit havre de paix, un moment, parce que vous n'avez plus à payer les créances antérieures. On verra ça plus tard. Mais donc, vous éprouvez des difficultés sincèrement assez sérieuses et assez lourdes, suffisamment pour que vous ayez besoin d'une procédure collective judiciaire pour pouvoir surmonter ça. Donc, une fois que ces conditions sont remplies, le juge ne peut pas vous refuser cette sauvegarde. C'est une procédure volontaire, une procédure un peu de droit quand vous remplissez ça. S'il y a vraiment des difficultés insurmontables, bon, ça, elles sont à caractériser, à vérifier par le juge, mais si elles existent et si vous n'êtes pas en état de cessation des paiements, le juge ne peut pas imposer une autre condition, sauf fraude. Et c'est un arrêt assez connu qui s'appelle l'arrêt cœur défense de la Chambre commerciale du 8 mars 2011, effectivement, dans lequel on avait considéré que le juge ne pouvait pas ajouter une condition supplémentaire. Et puis là, c'était une affaire où on avait l'impression que le débiteur demandait la sauvegarde pour pouvoir échapper à ses obligations et aux créanciers antérieurs qui devaient payer pour pouvoir ne pas les payer pendant un moment. Tant pis, si ça va être l'effet, c'est l'effet prévu par la loi avec la période d'observation qui s'ouvrira. Mais le juge, en tout cas, ça ne lui appartient pas de décider, à moins qu'il y ait une fraude, et la fraude est caractérisée, la sauvegarde peut être demandée et doit être ouverte si le débiteur prouve
qu'il n'est pas en état de cessation des paiements et qu'il éprouve des difficultés sérieuses qu'il ne peut pas surmonter seul. Et bien dans ce cas-là, on ouvre la sauvegarde. Alors, quelles sont les conditions désormais du redressement? Le redressement est une procédure collective judiciaire aussi, visée aux articles L631-1 et suivants. Alors, c'est un peu la procédure collective judiciaire classique, un peu connu. Le redressement, là, vous avez un débiteur qui est en état de cessation des paiements. Voilà, ça c'est une procédure collective judiciaire classique comme on les connaissait jadis. C'est être en état de cessation des paiements. On ouvre une procédure collective judiciaire qui donnera tous les effets qu'on verra tout à l'heure. Donc, quelles sont les conditions et les éléments? Alors, déjà, c'est que l'article L631-4 prévoit que c'est une obligation pour le débiteur de déclarer son état de cessation des paiements dans les 45 jours. Donc, il doit, dans les 45 jours où il est en état de cessation des paiements, déclarer son état de cessation des paiements et donc demander l'ouverture d'un redressement. Pourquoi dans les 45 jours? Vous vous souvenez? On a vu en fait que la conciliation peut se demander encore alors que vous êtes en état de cessation des paiements dans les 45 jours. En fait, c'est pour ça qu'on a cette zone de 45 jours où si vous êtes en état de cessation des paiements, vous n'êtes pas encore obligé de demander le redressement parce que vous pouvez avoir encore recours à la conciliation si vous préférez. Alors c'est mieux, la conciliation, je vous rappelle qu'il n'y a pas de dessaisissement du débiteur, quand même pas mal d'avantages, donc à vous de voir, mais c'est quand même mieux. Alors, c'est quand même mieux. Tout dépend des effets que vous voulez obtenir. Donc, le débiteur doit demander un redressement dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements. C'est l'article L631-4 qui le dit. Le redressement est véritablement une procédure collective judiciaire, en cela qu'il n'y a pas que le débiteur qui doit, c'est que d'autres personnes peuvent demander l'ouverture d'un redressement à votre encontre. Qui? Le ministère public ou les créanciers. Ils peuvent demander l'ouverture du redressement, selon l'article L631-5, évidemment, ils peuvent le faire, sauf si une conciliation est en cours. Eh bien oui, parce que dans les 45 jours, vous pourriez être en état de cessation des paiements, mais être en conciliation. Donc imaginons un créancier qui ne sait pas que vous êtes en conciliation, vu que la procédure, vous vous souvenez, est confidentielle, qui demande l'ouverture d'un redressement parce qu'il sait que vous êtes en état de cessation des paiements, à charge pour lui de prouver dans ce cas-là, eh bien ça lui sera refusé parce qu'il y a une conciliation. S'il n'y a pas de conciliation en cours, les créanciers, à charge pour eux de prouver votre état de cessation des paiements, ou le ministère public peuvent demander l'ouverture d'un redressement. Voilà pour ce qui est des conditions globales de ces deux procédures collectives judiciaires. À très bientôt. Bon courage.